le spectacle se déroule en 1962 dans un univers parallèle. La puissance de l'Axe, composée des Allemands nazis et de l'Empire japonais, a remporté la Seconde Guerre mondiale et dirige désormais le monde entier. Dans cet univers, le président élu américain Franklin D. a été assassiné en pleine guerre, et les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki n'ont jamais eu lieu. Au lieu de cela, les Allemands ont largué une bombe atomique sur Washington, D.C., et ont affaibli les pays alliés. Dans le monde actuel, les Allemands règnent sur toute l'Europe et l'Afrique, et l'Empire du Japon contrôle toute l'Asie. Cependant, le point de pouvoir se situe dans les anciens États-Unis, qui ont depuis été divisés en deux parties. L'ouest de l'Amérique du Nord est dirigé par les Japonais, tandis que l'Est et le Midwest de l'Amérique du Nord sont contrôlés par le Grand Reich nazi, également appelé GNR. Le drapeau américain comporte une croix gammée au lieu d'étoiles, indiquant sa capitulation totale face aux nazis. Bien que les deux empires aient gagné la guerre main dans la main, il existe depuis lors entre eux des relations de type guerre froide. On dit qu'après la mort de l'actuel Führer, Hitler, son prochain commandant prendra le contrôle de tous les États japonais et se déclarera maître du monde. Dans les deux empires, les Américains sont victimes de racisme et ont moins de droits que les Allemands et les Japonais dans leurs États respectifs. La police est autorisée à tuer n'importe quel Américain s'il le trouve suspect, sans avoir à répondre à personne. Il existe une zone neutre entre deux anciens États américains qui englobe les montagnes rocheuses. Il sert de zone neutre où aucune règle des deux empires ne fonctionne. C'est également une cachette pour les groupes de résistance qui protestent constamment pour leurs droits et libertés. Ensuite, on nous présente Joe Blake qui vit dans le New York occupé par les nazis. Fatigué d'être l'esclave des nazis, il cherche à faire partie d'un groupe de résistance. De diverses sources, il a enfin découvert l'adresse du leader new-yorkais du groupe. Alors qu'il se rend à cet endroit, nous voyons les panneaux d'affichage de Times Square remplis de propagande nazie et de publicité sur le Führer. Le siège social s'avère être une compagnie maritime et le chef est un manager nommé Don. Joe lui dit qu'il est un rebelle mais Don se moque de son visage. Joe a obtenu leur adresse, ce qui signifie qu'il est déjà qualifié pour être leur allié, mais selon Don, quelqu'un comme lui dévoilera tous ses secrets à la police s'il est arrêté. Joe dit au manager que sa volonté de se battre n'est pas si faible et Don lui donne finalement une chance. Comme première tâche, on lui demande de conduire un camion rempli de machines à café jusqu'à la ville de Cannon, au Colorado, qui est une zone neutre. Joe demande ce que contient d'autre le camion, mais on lui demande de faire ce qu'on lui dit sans poser beaucoup de questions. Juste avant son départ, les lieux sont attaqués par les nazis. Joe parvient à s'enfuir pendant que Don est attrapé et arrêté. Il s'avère que le troisième officier nazi le plus gradé, l'Obergruppenführer Smith, a lancé le raid. Il était capitaine de l'armée américaine avant de s'associer aux nazis et leur est désormais fidèle. Lorsqu'on lui parle de Joe et du camion, l'Obergruppenführer ordonne à ses hommes d'attraper le camion à tout prix. Ensuite, nous sommes conduits à San Francisco, une ville de l'Ouest dirigée par le Japon. Juliana est une experte en aïkido et une américaine heureuse vivant sous contrôle japonais. Un jour après l'entraînement, elle est approchée par son ami nommé Donnie qui a le béguin pour elle. Il lui propose de sortir avec un café mais Juliana révèle qu'elle a déjà un petit ami nommé Frank. Plus tard dans la journée, elle rencontre sa sœur Trudy qui était Emiya depuis la semaine dernière. Trudy est heureuse de quelque chose et prétend que leur vie est sur le point de changer pour le mieux. Ensuite, nous voyons Juliana rencontrer son petit ami Frank qui est doué en articles. Cependant, comme les Japonais ne sont pas de grands fans d'art moderne, il a accepté un emploi de mécanicien dans une usine. En discutant, nous découvrons que Frank est juif et vit toujours dans la peur des nazis. C'est pourquoi Juliana ne veut pas avoir ses enfants car eux aussi seront soumis à la peur chaque jour de leur vie. Après le rendez-vous, Juliana rentre chez elle quand soudain, Trudy l'arrête. Elle lui tend frénétiquement un film et prétend que c'est leur seul chemin vers la liberté. Cela dit, elle s'enfuit et est tuée par la police quelques minutes plus tard. Juliana en est témoin et court dans son appartement avant de jouer le contenu du film intitulé The Grasshopper Lies Heavy. Il montre un monde où les nazis ont été vaincus et comment la politique mondiale s'est déroulée par la suite. Juliana est sous le choc car la vidéo lui donne un avant-goût de liberté et lui donne envie de se battre. Après cela, nous découvrons que le film est un produit distribué par quelqu'un nommé l'homme du haut château. Même les hauts fonctionnaires ne savent pas qui il est ni ce qu'il veut. Mais il semble être un allié du groupe de résistance qui a accès à des choses que les gens normaux n'ont pas. Le gouvernement a interdit ces films, mais ils continuent d'être distribués secrètement. Frank arrive à la maison et panique en découvrant que Juliana a un film. Il veut le remettre à la police dès demain matin pour qu'il n'ait pas d'ennui. Le lendemain matin,
Juliana trouve un billet pour Cannon City avec une adresse et une heure. Il est clair que sa sœur devait amener le film à cet endroit mais désormais, c'est sa responsabilité. Quand Frank n'est pas là, elle s'enfuit avec le film à la gare routière. Elle cache également le film sous un autre pour dissimuler l'histoire même si elle se fait prendre. Dans la scène suivante, nous sommes conduits à l'ambassade d'Allemagne dans l'empire gouverné par le Japon. Un commandant nazi de haut rang, Hugo, rencontre le ministre japonais du commerce, Tagomi, venu les informer de l'arrivée du prince et de la princesse japonais. Même l'ambassade allemande doit être décorée selon leur goût, ce qui ne satisfait pas les Allemands. Pourtant, ils acceptent de le faire pour éviter des tensions indésirables. Ailleurs, Don a été attaché au plafond et torturé. L'Obergruppenführer et son bras droit Eric viennent à sa rencontre mais Don reste indifférent à leur présence et continue son silence. Pendant ce temps, le camion de Joe s'arrête en chemin à cause d'une crevaison. Alors qu'un homme gentil l'aide à le remplacer, Joe remarque des cendres dans l'air. Il s'avère que quelque part à proximité, les Allemands brûlent des handicapés mentaux et physiques parce qu'ils ne veulent pas gaspiller leurs ressources pour eux. Après cela, Joe continue le voyage jusqu'à ce qu'il atteigne un poste de contrôle de police. Dans un moment de chaleur, il sort un film de dessous le camion et le cache ailleurs. La police ne le trouve pas et le libère. Comme Juliana, le travail de Joe consiste également à fournir le film à quelqu'un à Cannon City. Juliana rencontre un homme nommé Randall qui était censé rencontrer sa sœur. Il est également résistant et pense que Juliana n'est pas apte à ce poste. Ils se disputent pour savoir qui emportera le film à Cannon City et décident que Juliana devrait le faire parce que la personne qui reçoit le film pense qu'elle rencontre une femme. Alors qu'elle se rend en ville, le sac de Juliana est volé par une femme qui s'enfuit avec tout son argent et le faux film. Juliana continue son voyage sans argent, déterminée à faire d'abord le travail de sa sœur. Au travail de Frank, lui et un collègue nommé Ed parlent de politique. Bientôt, lui et Randall, à qui Juliana parlait plus tôt, sont arrêtés pour avoir caché le film à la police. Juliana arrive à l'hôtel de Cannon City et attend la personne qu'elle est censée rencontrer. Pendant qu'elle y est, elle rencontre Joe qui paie son repas car son portefeuille a été volé. Ils discutent pendant un moment et se lient d'amitié. Nous voyons ensuite Joe appeler l'Obergruppenführer Smith, révélant qu'il est un espion travaillant pour les nazis et responsable de l'arrestation de Don. De retour à San Francisco, Frank et Randall sont emprisonnés et torturés. L'agent Kido menace de tuer toute la famille de Frank s'il ne révèle pas l'emplacement de Juliana d'ici demain. Plus tard, Frank et Randall se retrouvent seuls et ce dernier demande à Frank de ne parler de Juliana à personne car ce qu'elle fait est plus grand que la famille de Frank. Finalement, Laura, la sœur de Frank, et ses deux enfants sont amenés au poste de police et invités à attendre dans une pièce. Kido dit à Frank qu'ils sont sur le point de les empoisonner tous les trois dans une demi-heure et lui laisse le temps d'y réfléchir. Puis dans Cannon, l'amitié de Juliana et Joe s'approfondit, mais Joe a commencé à soupçonner qu'elle est une rebelle. Juliana commence à travailler comme serveuse dans un restaurant. Elle rencontre un client nommé Alan qui lit une Bible. Lorsque Juliana s'y intéresse, il lui donne le nom d'un magasin où elle pourra se procurer le livre. Elle se rend au magasin sous la surveillance de Joe. Au même moment à New York, l'Obergruppenführer et son assistant Eric sont attaqués par un groupe de rebelles. Obergruppenführer parvient à tous les tuer et à arrêter un homme nommé Doug pour l'interroger. Ailleurs, Juliana retrouve Alan et prétend qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Ils décident de se retrouver sur un pont la nuit. Avant de partir pour la réunion, Juliana donne une lettre à Joe et lui demande de la poster à sa mère si elle ne revient pas. Joe appelle l'Obergruppenführer et lui demande de se renseigner sur un homme nommé Alan qu'il soupçonne d'être un rebelle. Suite à l'appel, il lit la lettre dans laquelle Juliana a parlé à sa mère du monde merveilleux que le film lui a montré. Incapable de se contrôler, Joe regarde aussi le film qu'il possède. En voyant une réalité alternative, son cœur est rempli de la volonté de riposter. Bientôt, il apprend qu'Alan n'est pas un rebelle mais un espion nazi comme lui. Sachant que la vie de Juliana est en danger, Joe sort son arme et se dirige vers le pont. De retour à San Francisco, Randall est emmené pour être exécuté. Kido demande à Frank de révéler pour la dernière fois l'emplacement de Juliana, mais il reste silencieux. En conséquence, un gaz toxique est libéré dans la pièce où se trouve la sœur de Frank, Laura, et ses enfants. Frank est également emmené pour être exécuté aux côtés de Randall. Quelques minutes avant son exécution, Kido retrouve la femme qui a volé Juliana dans le bus. En découvrant le faux film, il suppose que Juliana et Frank sont innocents. Frank est sauvé quelques secondes avant sa mort,
mais sa famille meurt à cause de l'erreur de Kido. Puis sur le pont, Alan tente de tuer Juliana mais est interrompu par l'arrivée de Joe. Juliana le pousse hors du pont et le tue. Juste après, elle s'effondre en pleurant pendant que Joe la tient dans ses bras. Il retourne à l'hôtel où Joe aide Juliana à se détendre. Malgré la culpabilité de tuer quelqu'un qui l'alourdit, elle garde son sang-froid. Elle demande si Joe a lu la lettre qu'elle a laissée à sa mère et il répond par oui. Cela ne dérange pas Juliana car elle lui fait confiance et pense qu'il l'a fait parce qu'il s'inquiétait pour elle. Les deux doivent quitter l'hôtel le plus tôt possible car un agent nazi mort signifie que d'autres vont venir les chercher. Ils décident de partir à des heures différentes pour éviter d'être suspectés. De retour à San Francisco, Frank retourne à son appartement et s'endort. Ce qu'il a vécu ces dernières 24 heures l'a fragilisé au plus profond de lui-même. Ed vient rencontrer son ami et est heureux de le voir vivant mais Frank ne montre aucun intérêt pour ses préoccupations. Frank reçoit également une lettre officielle de la police japonaise concernant les funérailles de Laura et de ses enfants décédés. Il se rend ensuite au commissariat et identifie les cadavres comme étant ceux de sa famille. Une fois qu'il a fini, le chagrin de Frank s'est transformé en rage. Il veut venger les Japonais pour avoir tué sa famille innocente. Il a une occasion parfaite de le faire lorsque le prince et la princesse couronnés japonais arrivent à San Francisco. De retour chez lui, Frank reçoit un appel de Juliana mais y met fin brusquement. Il lui reproche les décès et ne veut pas s'associer avec elle jusqu'à ce que sa colère se calme. Ailleurs, l'Obergruppe enfuré reçoit un appel de Joe et lui demande s'il a trouvé d'autres rebelles dans le restaurant, faisant référence à Juliana. Cependant, Joe ment, affirmant qu'il ne soupçonne personne mais il veut attendre une semaine pour confirmer. L'Obergruppe enfuré en ordonne autrement, car les rebelles auraient déjà dû arriver et leur absence signifie simplement qu'ils ont compris le plan des nazis. Joe accepte et se rend dans une station-service pour préparer le voyage de retour. Ensuite, nous rencontrons un autre soldat nazi, Marshall. Il est connu pour avoir tué des centaines de rebelles autour de la zone neutre et est un adepte absolu de la propagande nazie. Il soupçonne Joe et demande sa carte, ce qui provoque une dispute entre les deux. Après avoir confirmé l'identité de Joe, l'homme montre la photo d'Alan à un passant. Il est l'agent envoyé pour enquêter sur la disparition d'Alan. Joe rencontre rapidement Juliana au restaurant et lui raconte sa rencontre mouvementée avec un autre espion nazi. Ils n'ont plus le temps de tourner autour du pot et doivent fuir au plus vite. Au début, ils recherchent le corps d'Alan dans le barrage et s'en débarrassent pour que Marshall ne le trouve pas. Pendant ce temps, Marshall se rend à la librairie qu'Alan fréquentait souvent. Le propriétaire Carl prétend qu'il ne sait rien jusqu'à ce que Marshall sorte une carte avec sa véritable identité. Il s'avère que Carl est un réfugié rebelle de l'Ohio. Pour sauver sa vie, l'homme parle à Marshall d'une fille qui est venue acheter la Bible sur la suggestion d'Alan. Bien qu'il ait obtenu les informations qu'il souhaitait, Marshall n'épargne pas Carl et met fin à ses jours. Non seulement cela, mais il fait une déclaration en accrochant son cadavre devant n'importe qui et lui ordonnant de le laisser pourrir. Après cela, il continue sa recherche et se retrouve devant le restaurant dans lequel travaille Juliana. Un inconnu prétend qu'il sait où se trouve Alan mais demande à son tour de l'argent pour l'information. Marshall lui fait dire tout ce qu'il sait et part vers le pont après avoir découvert que c'est le dernier endroit où Alan a été repéré. De retour à San Francisco, le prince et la princesse couronnés se promènent dans un parc en compagnie de nombreux conseillers municipaux. Après l'événement, le prince fait part en privé à la princesse de ses inquiétudes concernant les technologies croissantes des nazis. Ils ont surpassé le Japon à bien des égards et doivent être stoppés avant qu'une nouvelle guerre mondiale n'éclate après la mort d'Hitler. Dans la scène suivante, nous voyons le ministre du Commerce Tagomi parler à un scientifique nazi nommé Wegener. Ils sont ici pour conclure un accord très important qui pourrait avoir un impact énorme sur l'histoire mondiale. Wegener connaît la recette d'une bombe atomique que possèdent les nazis, mais que le Japon n'a pas. Il est prêt à partager la recette avec le ministre japonais de la science afin que le pays soit prêt au cas où il serait attaqué. Tagomi demande à Wegener de remettre la recette au ministre japonais des sciences le jour du discours du prince héritier, car c'est à ce moment-là que tout le monde sera distrait. Le prince couronné et la princesse vont rencontrer l'ambassadeur nazi pour discuter du discours que le prince s'apprête à prononcer devant une foule d'habitants de San Francisco. L'ambassadeur suggère d'annuler le discours car il pourrait ne pas être entièrement sûr, mais le monarque fait confiance à l'équipe de Kido pour assurer une sécurité totale. Personne n'oserait toucher à lui, après tout, il est le prince de tout l'empire japonais. De retour à Cannon City, Joe et Juliana se débarrassent de la voiture d'Alan lorsqu'ils trouvent une carte à l'intérieur. Un lieu marqué intrigue leur intérêt et ils décident de voyager pour voir de quoi il s'agit.
Au même moment, Marshall atteint le pont et trouve un dessin de Juliana qu'elle avait laissé tomber lorsqu'elle était ici avec Alan la nuit dernière. L'erreur pourrait lui coûter la vie, mais elle est occupée à explorer le lieu cartographié avec Joe. Il s'agit d'un camp où les révolutionnaires sont enfermés et torturés. La vue horrible d'une femme morte enchaînée les secoue tous les deux. À côté du cadavre se trouve une liste de révolutionnaires qui ont été tués ou qui n'ont pas encore été capturés. Le nom de Trudy est également là, mais ce qui les choque le plus, c'est le nom du propriétaire du restaurant, Lamuel. Cela signifie que la personne avec qui Juliana a travaillé jusqu'à présent est également un rebelle. Marshall est au restaurant avec Lamuel et lui demande s'il a vu Juliana dans le quartier. Le propriétaire révèle qu'elle travaillait pour lui-même sur sa disparition il y a quelques jours. Pendant ce temps, Frank n'est toujours pas dans le bon état d'esprit. Il essaie continuellement d'obtenir plus d'informations sur le prince japonais en écoutant la radio sans arrêt. Ensuite, on le voit fabriquer une arme pour lui-même car il travaille dans une usine qui fabrique ses pièces. Ed demande pourquoi il en a besoin mais Frank ne répond pas. Plus tard dans la journée, Ed surprend Frank en train de s'entraîner au tir dans son appartement. Il demande soigneusement si Frank envisage d'assassiner le prince couronné mais n'obtient plus de réponse. Ed dit à Frank de penser à chaque pas qu'il fait car la police ne lui pardonnera pas s'il fait quelque chose d'irrationnel. Dans la scène suivante, Joe et Juliana sont sur le chemin du retour au restaurant avant que Marshall ne les arrête. Juliana s'enfuit pour sauver sa vie et se cache dans une maison abandonnée, tout en étant suivie par lui. Après quelques minutes de recherche, il se retrouve face à face et Marshall est sur le point de se faire exploser la tête avec son fusil de chasse. Mais aussitôt, Joe lui vient en aide et assomme le nazi avant de s'enfuir avec Juliana. Ils se cachent dans une maison voisine, faisant croire à Marshall qu'ils se sont enfuis. Ce n'est qu'après son départ en voiture qu'il soupire de soulagement. Pour chercher refuge, ils se rendent chez Lamuel. Il écoute leur histoire avant de demander le film qu'elle a reçu de Trudy. Cependant, Juliana insiste sur le fait qu'elle ne confiera le film qu'à l'homme du haut château parce qu'elle ne fait confiance à personne d'autre. Lamuel promet de les amener aux responsables le lendemain matin. Joe nous surprend alors en révélant toutes les informations à l'Obergruppenführer Smith mais il ne lui parle pas de la partie où il a aidé Juliana. Le matin arrive et Lamuel emmène Joe et Juliana faire une randonnée dans les bois. Cependant, à mi-chemin, ils sont entourés par un groupe de révolutionnaires qui reconnaissent Joe comme un espion. Il prouve son innocence en leur montrant le film qu'il n'aurait pas apporté s'il avait été un espion. De plus, Juliana est également de son côté puisqu'il l'a aidé à maintes reprises contre les nazis. Lamuel s'excuse pour la désinformation et leur demande de se rendre quelque part de l'autre côté de la colline pour rester à l'écart de Marshall qui les recherche désespérément. Ailleurs, Wegener prépare un microfilm contenant des informations sur la fabrication d'une bombe atomique. Il remettra ce film au ministre japonais de la Science lors du discours qui aura lieu prochainement. Quelques heures avant le discours, Frank achète un tas de balles sous le nom d'un japonais vivant au Tibet. Le propriétaire du magasin l'aide lorsqu'on lui propose une somme d'argent absurde. Ed trouve l'arme chargée et essaie d'empêcher Frank de faire quelque chose de stupide. Dans la lutte qui s'ensuit, Frank reçoit une balle dans l'épaule mais il parvient à enfermer Ed dans une pièce et à se diriger vers le discours. Juliana essaie de voler une voiture pour leur évasion mais Marshall la surprend en flagrant délit. Elle s'éloigne précipitamment, ce qui la provoque dans un accident qui la brûle vive. Marshall inspecte son cadavre en feu avant de confirmer qu'elle est morte. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'était un plan élaboré par Joe et Juliana pour se débarrasser de lui. Quand tout se calme, Juliana appelle Frank mais Ed décroche. Il lui raconte tout ce que Frank a fait, la poussant à prendre immédiatement le prochain bus pour San Francisco. Joe la regarde partir sous le choc et se sent trahi. Pendant ce temps, à San Francisco, le discours du prince commence enfin. Wegener est dans la foule et s'apprête à remettre le microfilm au ministre des Sciences. Quelque part à proximité, Frank s'apprête à se venger. Alors qu'il sort lentement son arme, quelqu'un d'autre tire sur le prince devant lui. L'épisode se termine alors qu'il regarde le prince blessé avec étonnement.